Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous Jennifer Bondon, sexothérapeute. Jennifer a 46 ans, porteuse d'un spina bifida myéloméningocèle, mariée et mère de famille. Jennifer exerce le métier de sexothérapeute en France et sa clientèle est composée de personnes en situation de handicap ou non. Elle reçoit ses patients en personne et en visioconférence. Jennifer s'est toujours intéressée à la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap et en particulier aux difficultés liées au spina bifida. C'est pourquoi Jennifer a décidé d'en faire son métier. Elle porte bien sûr une attention particulière à l'accompagnement des personnes atteintes de spina bifida. Jennifer est active auprès de l'association Spina Bifida France. Elle pense que la sexualité fait partie intégrante de l'épanouissement de la vie dans sa globalité. Jennifer, je vous donne la parole. Eh bien, bonjour à tous et merci de me recevoir. Donc, oui, moi, je suis en France actuellement. Il est 18 heures chez moi. Oui, donc, je m'appelle Jennifer Bondon, j'ai 46 ans. Je vis en France, dans le département de la Charente. Voilà, et j'exerce le métier de sexothérapeute depuis le mois de mai, donc c'est tout récent. Et j'accorde une attention toute particulière au spina bifida, bien sûr, puisque je suis moi-même atteinte de cette pathologie. Et je vous remercie, je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Comme axe pour ce soir, nous avons rassemblé un certain nombre de questionnements de personnes qui s'interrogeaient sur différents thèmes. Et donc, nous avons choisi trois axes. Nous avons choisi la communication sur le handicap, comment communiquer sur son handicap. Ensuite, nous aborderons les troubles de la sensibilité corporelle liés au spina bifida. Et enfin, les troubles de l'incontinence, comment les gérer au quotidien lors d'une relation. Voilà, donc ce que je vais faire moi, dans un premier temps, c'est donner les grandes lignes de ce que je propose lors des accompagnements. Et ensuite, eh bien, vous pourrez me poser des questions, que ce soit assez interactif. Communiquer sur son handicap, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est avant tout, je pense, connaître son handicap au quotidien. Et c'est vrai que le fait de connaître son handicap, ça permet déjà dans un premier temps de le vivre plus sereinement. Qu'est-ce que ça veut dire le vivre sereinement quand on parle de handicap? C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. Doit-on tout dire, par exemple, à son ou ses partenaires quand on a un handicap? Est-ce qu'on doit dire ce qui se voit, ce qui ne se voit pas? Les cicatrices, les interventions chirurgicales, les déformations corporelles. Quand on parle de spina, on peut parler par exemple de la déformation des pieds, des cicatrices qu'on a eues lors des interventions chirurgicales. Doit-on expliquer en détail son handicap, c'est-à-dire tout ce qui englobe le spina bifida, c'est-à-dire les troubles de l'incontinence, nous y viendrons, les particularités physiques, les problèmes de sensibilité. Communiquer sur son handicap, ça peut être aussi se dire de prendre les devants. C'est-à-dire de se dire que si la personne en face de nous a une réaction négative, eh ben, on aura soulagé quelque part un petit peu euh, ces difficultés de parler de son handicap. Donc, comment communiquer sur son handicap, c'est ça en fait, c'est de se dire que si on communique sur ses difficultés lors d'une relation, on aura passé une étape peut-être sur le fait de se sentir plus à l'aise. Une personne qui n'a pas de handicap n'aura peut-être pas la possibilité de vous poser des questions, n'osera peut-être pas. Donc, c'est pour ça que j'encourage toujours les personnes à parler de son handicap et de ce qui fait son quotidien. Il est important aussi de se dire que le handicap ne fait pas partie intégrante d'une personne. Une personne en situation de handicap n'est pas qu'un handicap. Nous avons tous des qualités, des dons, et c'est important de les mettre en avant pour que le handicap trouve une juste place. Il est aussi important, je pense, que même si on parle de son handicap et de ses difficultés, de ne pas, alors je vais prendre une expression française, ne pas noircir le tableau. C'est-à-dire que même si le handicap
fait que nous rencontrons des difficultés au quotidien, d'où l'importance de connaître son handicap, de se dire qu'on le met à la juste place sans pour autant en faire de trop. Et ça, c'est à mon avis très très important parce que si on fait ça, la personne en face va se dire est-ce que je suis capable d'entendre ces difficultés et de me dire comment je vais gérer au quotidien le handicap. Elle aura peut-être un peu cette impression de devoir gérer le handicap pour la personne. Il est évident que ça impacte, c'est normal. Pour autant, ne pas en faire de trop, c'est à mon avis important pour le bien-être dans une relation. Dans le cadre de la connaissance du handicap, je pense que l'éducation a une importance. C'est-à-dire que plus tôt on connaît son handicap, plus tôt on peut le gérer, plus tôt on est capable d'aller vers l'autre. C'est-à-dire d'entrer en relation. Quand on parle de relation, c'est pas forcément une relation de couple, ça peut être une relation sur le plan de la société. Nous sommes d'accord, hein. Même si là, nous parlons de la communication sur le handicap par rapport à une relation, je pense que plus tôt on est dans la capacité de parler de son handicap, plus c'est facile à l'âge adulte et adolescent. Pour clôturer ce thème sur la communication, je pense qu'il est important aussi de pouvoir parler de son quotidien. C'est-à-dire que le quotidien, c'est le handicap, certes, mais pas uniquement. C'est aussi tout ce qu'on fait au quotidien dans le sens où on travaille, on fait des activités, on a des loisirs, on a une vie sociale, une vie familiale, hein, bien sûr, des frères, des sœurs, une vie amicale. Tout ça, c'est important parce que quand on entre en relation, on fait rentrer cette personne dans son cercle intime et son cercle familial et son cercle social. Je vais aborder donc maintenant le second thème qui parle des troubles de la sensibilité. Dans le cadre de mon métier, je rencontre beaucoup de personnes qui me parlent de leurs troubles de la sensibilité physique, c'est-à-dire que le handicap, et notamment le spina bifida, fait que nous rencontrons des difficultés sur le plan intime et sexuel dues à ce manque de sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par trouble de la sensibilité et forcément que ça implique les difficultés sensorielles, corporelles, mais il est important de rappeler que en matière de sensibilité, si nous prenons une personne qui n'a pas de handicap, par exemple, on va vite se rendre compte que c'est un petit peu, comment dire, toutes les personnes qui n'ont pas de handicap n'ont pas forcément les mêmes problèmes de sensibilité. On va prendre un exemple, une femme qui aurait une sensibilité sur le plan clitoridienne, même si elle n'a pas de handicap, elle n'est pas forcément réceptive sur cette partie du corps. Néanmoins, lorsqu'il y a un handicap, on a tendance à se dire oui, alors vu que j'ai des problèmes de sensibilité à cet endroit-là, ça va impacter ma sexualité et en gros ma sexualité n'est pas épanouissante. Certaines parties du corps qui sont notamment les parties génitales, il est important de rappeler que en matière de spina bifida, quelle que soit la lésion, et si vous rencontrez une personne qui a la même lésion que vous, il est important de rappeler qu'elle n'aura pas les mêmes impacts. Dans mon quotidien, avec mes patients qui ont un spina bifida, les difficultés que je rencontre, c'est que les personnes sont tout le temps en train de se dire, alors j'ai eu un problème, je suis impactée par exemple, je prends un exemple, sur le plan L4 et L5, donc j'ai ces caractéristiques-là en termes de handicap. C'est souvent ce qui m'est rapporté au niveau des patients qui rencontrent des professionnels de la santé, des chirurgiens, des neurochirurgiens, et ils se trouvent un petit peu embêtés parce qu'ils se disent, alors, si j'ai cette pathologie avec telle atteinte, c'est pas la peine que j'essaye d'avoir une vie intime et sexuelle, de toute façon, ça ne marchera pas.
Eh bien, il est important de rappeler que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que quelle que soit votre atteinte, même si vous avez une personne qui a la même atteinte que vous, le trouble de la sensibilité ne sera pas le même. C'est-à-dire que au niveau des fonctions sensitives, vous pouvez avoir une personne qui a une atteinte au niveau clitoridienne et une autre qui ne l'aura pas forcément. Et c'est très très important parce que ça empêche l'exploration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, eh ben, c'est voué à l'échec, les personnes ne vont pas à l'exploration et ne vont pas sur l'exploration de leur corps, c'est-à-dire sur tout ce qui est le toucher, le sensoriel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette notion de para-orgasme. Le para-orgasme, c'est très très important dans le cadre des personnes qui ont des troubles de la sensibilité, parce qu'il est important de se dire que le para-orgasme, c'est l'équivalent de l'orgasme, sauf qu'on déplace les sensations. Pour parler le plus directement du monde, si par exemple vous êtes insensible au niveau du bas du corps, eh bien les caresses qui sont sur le haut du corps peuvent tout à fait vous procurer les mêmes sensations. Et je pense que là c'est important d'en parler, et le para-orgasme on n'en parle pas assez souvent. Là, je vous ai mis une illustration. Là, c'est au niveau des oreilles, mais ça peut être le cou, ça peut être les épaules, ça peut être les bras, ça peut être la poitrine, voilà, ça peut être n'importe où. Vous avez également un film que je souhaitais vous partager. Alors, j'ai mis le lien, il est sur Dailymotion, ça s'appelle De bonnes sensations. Et c'est très très important parce que vous vous rendrez compte dans ce film que cette personne est à la recherche justement des sensations de son corps, et petit à petit, cette personne arrive à se rendre compte des sources de plaisir des parties de son corps autres que sur les parties génitales. Alors, connaître son corps, c'est avant tout, à mon avis, savoir ce qui fonctionne. Parce qu'on s'attache un petit peu trop à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui ne va pas, et ça nous empêche, moi je le vois au quotidien avec les patients, ça les empêche d'aller à l'exploration de leur corps. Et c'est vraiment très dommage. Et je le rappelle souvent, notre corps est sensible de la racine des cheveux jusqu'aux orteils. Alors forcément, dans le cadre d'un spina bifida, vous me direz les orteils, c'est peut-être parce qu'il est le plus sensible, nous sommes d'accord. Néanmoins, la sensibilité corporelle euh, se fait aussi avec le cerveau. Le cerveau, vous savez, c'est l'organe c'est le deuxième organe sexuel. Et donc, il est important de rappeler que si on ne connecte pas le cerveau et le corps en même temps, on ne peut pas faire descendre, alors moi je dis souvent faire descendre dans le corps, c'est-à-dire que le cerveau a cette capacité de, euh, de vous donner, le cerveau, c'est quand même quelque chose de magique, parce que vous pouvez avoir des images, des fantasmes, des sensations, vous pouvez vous imaginer des choses et expérimentez-le, parce que le fait de faire dans son cerveau toutes ces imageries, toutes ces représentations font descendre dans le corps. C'est très très important, et beaucoup de patients, lorsque je leur ai demandé de passer par l'imaginaire, de passer par tout ce qui est fantasmatique, tout ce qui est sensation corporelle, c'est-à-dire les odeurs, les paroles, tout ça fait que ça descend dans le corps. Alors, ça demande quand même beaucoup de travail, hein, ça demande de l'investissement, mais pour autant, ça fonctionne. Alors, effectivement je pense qu'il y a quand même une forme de deuil, et ça, moi, je tiens à être honnête par rapport à ça. Il y a souvent une forme de deuil par rapport à cette sensibilité. C'est-à-dire que si vous voyez ce qui ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas attirer une personne et avoir de très belles relations physiques et charnelles. L'incontinence. Alors, l'incontinence, moi, j'y consacre beaucoup de temps dans le cadre de mes recherches sur le spina bifida. Parce que l'incontinence, alors j'ai mis incontinence dans le sens global, c'est-à-dire que c'est à la fois tout ce qui est urinaire et fécal. Moi, j'y consacre vraiment beaucoup, beaucoup de temps, parce que j'ai noté, toujours dans le cadre de mes patients et des rencontres que j'ai fait des personnes atteintes de spina bifida, que cette incontinence, c'est un fardeau alors pas pour tout le monde, hein, heureusement, ce que je dis c'est général, mais ce n'est pas, heureusement,
le cas pour tout le monde et tant mieux. Mais souvent, l'incontinence génère beaucoup de difficultés, d'angoisse, de souffrance, parce qu'on est dans quelque chose d'intime, on est dans quelque chose qui nous renvoie à l'état d'infantilisation d'enfants. L'incontinence, c'est quelque chose qui est tabou dans notre société. Moi, je le vois en France, hein, puisque je suis en France. Dès qu'on a de l'incontinence, on se sent rejeté par la société dans le monde du travail, mais dans le monde des relations également. Et ben l'incontinence, moi j'ai envie de vous dire, c'est comme le reste, c'est-à-dire que tout d'abord, il faut savoir communiquer avec le partenaire. Alors bien sûr que vous pouvez tomber sur un partenaire qui n'est pas du tout compréhensif et qui va se bloquer par rapport à ces problèmes d'incontinence. Ben moi, si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est next. Next, ça veut dire que vous rencontrerez d'autres difficultés avec cette personne et qui ne sera pas prêt à être dans la compréhension, dans la bienveillance. Pour autant, l'incontinence faisant partie de notre handicap, il est très 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 important de pouvoir s'autonomiser, c'est-à-dire pouvoir la gérer autant que possible. C'est-à-dire qu'il y a des fois où c'est compliqué à pouvoir la gérer sur le plan médical. On n'est pas toujours dans la possibilité de la gérer. Mais quand même, de connaître son corps, connaître comment il fonctionne et comment il fonctionne malgré ses problèmes d'incontinence, ça permet quand même d'éliminer pas mal de problèmes en termes de relations. Un accident, nous on appelle ça un accident éventuel, ça peut arriver, on est d'accord. Et ça arrive aussi chez des personnes qui n'ont pas des troubles de l'incontinence, je vous rassure, j'ai eu d'autres patients qui ont eu ce genre de problématiques et voilà. Pour autant, il faut savoir quand même les gérer, ne serait-ce que pour soi. C'est-à-dire que connaître son corps, comment on peut pallier à ces problèmes-là, les sondages, les autosondages, les poches de stomie, toutes ces techniques-là sont là pour nous aider. La médecine avance et tout ça nous permet d'être autonomes. Maintenant, lors d'une relation, si on parle d'une relation physique, d'une relation charnelle, eh bien, je pense qu'il peut y avoir des astuces, tout simplement, pour pouvoir pallier à ces difficultés. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle le petit kit, avoir un kit sur soi, c'est-à-dire avoir des sondes si vous vous sondez, avoir une alaise pour protéger le lit, le canapé, quel que soit l'endroit où vous allez avoir une relation, des lingettes intimes, ne serait-ce que pour se faire une petite toilette, tout ça c'est très très important. Et puis si vous devez sortir à l'extérieur, et ben vous faire un petit kit que vous mettez dans votre sac ou que vous mettez dans votre voiture, c'est-à-dire avec des sondes, des protections si vous en portez. Alors ce que j'entends protection, c'est vrai que moi je déteste ce mot. En France on utilise le mot couche. Pour moi le mot couche c'est un petit peu pour les enfants, donc j'utilise ce terme de protection. Des vêtements, forcément des vêtements de rechange, et puis des sous-vêtements. Pourquoi je dis des sous-vêtements? Parce que très souvent, les personnes qui ont de l'incontinence et qui portent pourtant des protections de change complète ne mettent pas de sous-vêtements. Et les femmes me disent souvent, ben, je ne vois pas pourquoi je mettrais un shorty, un petit ensemble de lingerie parce que j'ai de l'incontinence. Mais si, il faut le faire. Si vous en avez envie, faites-le pour vous. Faites-le parce que ça vous fait plaisir, c'est avant tout pour vous. Et puis, effectivement, ça nécessite peut-être un petit peu plus de préparation, un petit peu plus d'anticipation, c'est-à-dire, eh ben, se sonder avant d'avoir un rendez-vous, vérifier que, vous savez, une personne qui n'a pas ce trouble d'incontinence fait aussi sa petite toilette, donc d'autant plus quand on a ce genre de pathologie. Et puis, je pense que dédramatiser. Très souvent, quand on est porteur de ce type de handicap d'incontinence, sur l'incontinence, on a tendance à dramatiser tout de suite la situation, essayer de la cacher et essayer de colmater le problème. Alors que dédramatiser la situation, ben, ça permet d'en parler,
ça permet d'être soulagé, de se dire, bon, bah voilà, j'ai eu un petit souci. Et vous serez étonné de voir que, alors, bien sûr, vous rencontrerez des gens qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seront complètement obtus sur ce sujet et ne voudront pas en entendre parler. Et puis vous en avez d'autres qui vont dédramatiser avec vous, qui vont se rendre compte que c'est anecdotique dans ce genre de relation. Et vous serez surpris de voir qu'avec de l'humour, eh ben, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Mais c'est vrai, je reconnais que, et l'ayant vécu, puisque je vous le rappelle, je suis sexothérapeute, mais je suis aussi une personne née avec un spina bifida. Et puis moi, j'ai eu le malheur, je ne sais pas si c'est le malheur, mais j'ai la forme la plus lourde, c'est-à-dire que j'ai eu disons que j'ai le spina le plus lourd, entre guillemets, puisque j'ai les troubles de l'incontinence, je ne marche pas, j'ai une hydrocéphalie, donc j'ai eu tout le package du spina bifida myéloméningocèle. Je peux vous dire que les problèmes d'incontinence et tout ce qui est de l'ordre des accidents, parce que moi je les appelle les petits accidents, euh, c'est vraiment rien. C'est-à-dire qu'il faut les remettre, comme je disais tout à l'heure par rapport à la communication sur le handicap, il faut remettre ça à sa juste place. Et ça ne ferait pas d'ampleur plus que ce que ça n'est vraiment. Que ces difficultés soient là, effectivement elles le sont, mais ne prennent pas le pas sur le quotidien de votre vie, sur les relations que vous vivez. C'est-à-dire que si vous avez une belle relation, vous n'allez pas la gâcher pour ce problème d'incontinence. Alors, effectivement, tout comme la communication pour le handicap et tout comme pour tout ce qui est le trouble de la sensibilité, découvrir son corps, découvrir sa sexualité, plus tôt c'est fait, plus tôt on a la possibilité de se découvrir en tant que personne autre que personne porteur de spina bifida, plus on a de facilité à le vivre. Néanmoins, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que qu'on ait 15, 20, 30, 40, 50 ans, il n'est jamais trop tard pour pouvoir s'épanouir en termes de relations et puis rectifier le tir, entre guillemets. Si par exemple, les troubles de l'incontinence sont arrivés sur le tard, que vous ayez été opéré sur le tard pour pouvoir vous sonder, eh ben c'est pas grave. On reprend et on reprend sa vie et on gère de façon, on reprend depuis le début, mais c'est jamais trop tard. Il faut pas se dire oui, mais voilà, ce qu'on me dit là, ben, c'est bien quand on a 20, 30 ans, mais à mon âge, 40, 50 ans, c'est trop tard, je rencontrerai plus personne. Et puis, mon handicap est tellement lourd, je n'ai pas appris à le gérer, je n'ai pas appris à m'autonomiser. Mais non, c'est jamais trop tard. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour vivre ce genre de relation. Voilà, ben écoutez, moi j'ai fini par rapport à ce que je voulais vous proposer. Effectivement, qu'on pourrait en parler des heures hein, de ces difficultés. Il y aurait encore beaucoup à dire. Maintenant, je pense que le plus important, c'est quand même de pouvoir en parler, de pouvoir en parler avec des personnes qui vivent le handicap, qui ont vécu ces difficultés. Parce que on a beau dire, mais une personne qui vit pas ce type de difficulté, ce handicap, et c'est valable pour tous les handicaps, une personne valide, entre guillemets, une personne qui n'a pas de handicap, euh, pourra comprendre vos difficultés, mais ne sera peut-être pas à même de vous apporter des solutions. Une personne qui a le même handicap, qui a un vécu, qui a de l'expérience, sera, à mon sens, plus à même de vous donner des solutions. Parce que c'est bien d'être entendu, c'est très très bien d'être écouté. Néanmoins, je pense que le but de ces échanges, c'est de se dire on veut des solutions, on veut des astuces, on veut savoir comment s'en sortir. Et je pense que c'est là l'intérêt de pouvoir communiquer avec des personnes qui vivent ce qu'on vit au quotidien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces thèmes vous auront éclairé, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on on pourrait vraiment en parler pendant des heures, mais
J'espère que tout ce que j'ai pu vous communiquer vous donneront la curiosité de vous dire, mais si d'autres personnes le font, ben moi aussi je vais le faire et je sais que ça va bien se passer et je sais que je ne suis pas seule dans mes questionnements. Voilà, merci.